Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Wall Street Insider, la séance US. D'ailleurs, au passage, on en parlait à l'instant, l'Europe passe à l'heure d'hiver le week-end prochain, les États-Unis une semaine après, donc la semaine prochaine, notez-le, il y aura un décalage. Wall Street ouvrira à 14h30 heure de Paris, donc ça c'est toujours bon à savoir, mais surtout ce qui compte, c'est que tout l'agenda statistique sera décalé d'une heure. Donc ça aussi, il faudra faire très attention la semaine prochaine à ne pas se tromper lorsque vous allez vouloir assurer le suivi d'une statistique macroéconomique américaine. L'Europe passe à l'heure d'hiver le 25 octobre, les États-Unis le 1er novembre, une semaine plus tard. Donc, heure de Paris, le marché ouvrira à 14h30. Et donc, les statistiques publiées par exemple à 16h habituellement pendant une semaine le seront à 15h heure de Paris. Elles seront toujours publiées à la même heure aux États-Unis, mais ça fera 15h heure de Paris. De la même façon, les statistiques importantes généralement publiées à 14h30 heure de Paris le seront à 13h30, etc. Donc pendant simplement une semaine, nous n'allons pas modifier la programmation de nos émissions. Mais il faut être attentif à ce genre de période parce que parfois on peut être surpris par un regain de volatilité parce que voilà, il y a tout simplement un changement de publication à l'heure de Paris de ces statistiques américaines. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Vous avez sous les yeux le programme donc Wall Street Insider. On va parler des marchés actions américains, le SP500, le Dow, le Nasdaq, qui ont bien performé. Presque un mini rallye au fond depuis quelques séances, on va dire. Allez, depuis le début du mois d'octobre, 3 semaines maintenant. Essentiellement permis par les fondamentaux monétaires, un ensemble assez hétéroclite au niveau des résultats trimestriels et quelques statistiques chinoises finalement moins pires que prévu. En tout cas, le marché semble petit à petit avoir plus de facilité à mesurer l'amplitude du ralentissement économique en Chine. Aujourd'hui, c'est le PIB chinois qui nous aide à grappiller quelques points sur les marchés actions. Maintenant, l'événement de la semaine, c'est la Banque Centrale Européenne. Moi, je vais revenir tout d'abord sur les marchés actions US en données journalières. Accordez-moi un instant, on va parler du SP500, du Dow et du Nasdaq. Ensuite, on va basculer en intraday. Je vais globalement couvrir l'euro. Alors, lorsque je dis globalement couvrir l'euro, c'est-à-dire pas uniquement parler de l'euro-dollar, mais bel et bien se concentrer sur l'euro AUD, l'euro NZD, l'euro CAD, l'euro yen, pour tout un tas de raisons. Parce que notamment cette semaine, le marché, c'est l'événement majeur de la semaine, la BCE, les spéculations sur une prolongation du programme d'achat d'actifs de la BCE. Alors, comment déjà va-t-elle le prolonger? Et si oui, comment va-t-elle le prolonger? Bon, bah ça spécule, ça spécule. Ce qui exerce une pression sur l'euro depuis le 15 octobre dernier, visible sur l'euro dollar, l'euro yen, l'euro NZD. Alors pourquoi l'euro NZD? Parce que les devises des matières premières sont recherchées. Le long NZD USD, le short euro dollar, lorsque vous rassemblez ça ensemble, ça fait un short euro NZD. Donc il y a des stratégies comme ça actuellement qui se poursuivent, je vais revenir assez largement dessus. Donc avant d'entrer dans le détail des graphiques, les thèmes fondamentaux actuellement me semblent être pour le court terme le PIB chinois, dont tout le monde parle, les résultats trimestriels des entreprises. Le marché surveille surtout les résultats trimestriels du secteur énergétique, des pays fortement exposés aux pays émergents. Bien sûr, la réserve fédérale, le dollar américain. Je vous rappelle que pour la réserve fédérale des États-Unis, la probabilité de la voir relever ses taux cette année, c'est, on va dire 0%, même si ce n'est pas 0%, c'est maintenant sous 10%, ce qui a notamment permis au marché actions US de fortement se reprendre depuis le 29 septembre, et potentiellement de voir ici comme une structure en double creux sur le SP500. Donc je vais en reparler du SP500, a-t-il encore du potentiel, sachant que globalement l'indice S&P 500, tout comme le Dow, sont venus au contact des points de décrochage baissier du 20 août dernier. Rappelez-vous, le choc du mois d'août qui était directement lié d'ailleurs aux statistiques macroéconomiques chinoises et aux dévaluations successives de la devise chinoise l'été dernier. Le SP500, le Dow, le Nasdaq, Wall Street peut-il, avant la fin de l'année, rejoindre ces sommets annuels? J'ai envie de vous dire qu'en l'état actuel des choses, par rapport au trimestriel publié par les entreprises américaines, si la dynamique actuelle, qui est moyenne mais convenable, se confirme et que clairement la Fed maintiendra cette année sa politique monétaire, ce qui signifierait qu'il faudrait avoir des statistiques américaines, de bonnes statistiques, mais pas non plus trop fortes, pour re-rendre crédible un scénario de hausse des taux de la Fed cette année. Je pense qu'on peut l'envisager. Le SP500,
a tenu un support à 1870 points. Un important niveau de support qu'on voit sur les graphiques de long terme. Là, je vais simplement ajouter l'indicateur watermark pour que vous puissiez voir sur quel horizon temps nous sommes. Et nous sommes donc sur l'horizon temps journalier. Je fais 2-3 petites modifs et j'en parle. Sachant que maintenant, on teste une résistance. Alors, il faut faire attention. Voici donc le SP500 en données journalières. Le double bottom sur 1870 points. Le marché qui est revenu au contact de la résistance à 2040. Ce qui a aussi soutenu les marchés actions américains, c'est bien sûr la baisse à court terme du dollar américain, qui est parti de la partie haute de son range vers la partie basse, qui enregistre un rebond technique à court terme, alors que le SP500 teste donc ses 2040 points. Alors, qu'est-ce qui compte? Moi j'ai le sentiment qu'au fond, pour moi, ce qui importe, c'est cette figure de creux que le marché a fait, ce double creux, la ligne de coup qui a été dépassée à 1990 demi-points. On a eu une séance de reprise, maintenant on est clairement sous résistance sur le SP500, mais je ne pense pas qu'il faille la shorter. Vu la dynamique actuelle, le marché peut peut-être tergiverser entre 1990 et 2040, mais je chercherai davantage à identifier des niveaux de support sur le SP500. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette zone des 2040 points, c'est une zone où passe un certain nombre d'éléments graphiques, notamment cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets ici depuis le mois d'août dernier. Et si le marché franchit ces 2040, à ce moment-là, oui, réenvisager un SP500 rejoindre les 2100 et les 2130. Pendant environ un semestre, le SP500 a évolué entre 2040 et 2140. Le fait de réintégrer ce range, si cela se produit, serait forcément un phénomène technique positif. J'ai quelques précassures ici sur l'indicateur technique RSI. Je vous ai beaucoup parlé en début de mois du message technique que donnait l'indicateur technique MACD, notamment sur les indices boursiers européens. C'est un indicateur que j'utilise pour le moyen long terme, puisqu'il se compose d'une différence de moyenne mobile, donc il est souvent en retard sur les prix, donc le message qu'il donne, c'est un message solide. Il y avait des divergences haussières sur les indices boursiers européens, il y en avait aussi sur les marchés actions US, et la dynamique elle est clairement largement positive, et je pense qu'elle peut se poursuivre. Les indices boursiers US ont redépassé le niveau de 0, alors c'est la différence entre une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue, ce qui signifie que l'alignement des moyennes mobiles redevient haussier. Dans un alignement haussier, c'est lorsqu'on a la moyenne mobile courte tout en haut, et plus on augmente l'horizon de temps, les moyennes mobiles se situent en dessous, c'est ça un alignement haussier. Celle qui est plus réactive au court terme, donc avec un horizon de temps court, je ne sais pas, une moyenne mobile à 5 jours par rapport à une moyenne mobile à 15 jours, dans un marché positif, celle à 5 jours se situe au-dessus de celle à 15 jours, etc. etc. Bref, je pense qu'on a du potentiel. On peut éventuellement marquer un peu le pas sous 2040, mais j'estime que au-dessus des 1990, et je pense que c'est le bon point d'entrée d'ailleurs, 1990-2000, le SP500 pourra dépasser les 2040 et rejoindre les 2100 et voire même les sommets annuels. Par contre, de là à les dépasser, il ne faut pas exagérer. J'ai la même lecture technique sur le sur l'indice Dow Jones. Ce qui pour moi m'intéresse, c'est le fait qu'on ait cassé la résistance à 16 889, 16 800, 16 889, que je considère être comme étant la ligne de coup d'une structure là aussi en double bottom, et je pense que le Dow peut rejoindre les 17 556. Quant au marché, quant au compartiment technologique, représenté ici par le Nasdaq 100, j'ai le même type de configuration. Ce qui moi m'intéresse, c'est le fait que le Nasdaq 100 ait dépassé ce niveau de prix, le niveau des 4390, qu'on peut là aussi considérer comme la ligne de coup d'une structure en double bottom sur 4050 points, c'est qui me laisse envisager la capacité du Nasdaq 100 à rejoindre les 4500 points. Donc, je pense qu'il s'agit toujours d'objectifs de cours dans le sens de la tendance à court terme, dans le sens du momentum aussi à court terme, et pas n'importe lequel. Le message donné par l'indicateur de MACD en termes de dynamique, dans le sens de la tendance, j'aime bien l'utiliser. Je peux vous montrer aussi l'indicateur technique RSI pour le Nasdaq 100. On a le même type de message en données journalières, puisque l'indicateur s'est réinstallé au-dessus du niveau des 50, accordant donc plus de poids relatif aux variations positives sur la période. J'estime donc que le SP500 peut marquer le pas un peu sous 2040, mais que derrière ça passera. 1990-2000 comme un premier niveau technique pour une stratégie longue. Vraiment un signal positif donné si on casse les 2040 pour rejoindre les 2100.
Quant au Nasdaq 100, lui j'estime qu'il a un premier support à 4389 et qu'au-dessus des 4389, on peut aller chercher les 4500 points. Donc, j'ai cette anticipation positive sur les marchés actions US. Alors, étant donné que je vous parle là des marchés actions américains, simplement une vue de marché sur la bourse de Londres. Alors, je le mets dans la catégorie des places boursières anglo-saxonnes. Pourquoi? Parce que la bourse de Londres, d'une part, c'est la livre sterling, c'est surtout une autre zone monétaire. Elle est aussi indépendante vis-à-vis de la BCE que celle de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui m'intéresse sur la bourse de Londres, c'est qu'on a, à l'image des marchés actions US, des configurations techniques qui sont positives, et notamment un double creux ici sur le FTSE 600, un double creux sur les 5900 points, avec la cassure haussière de la ligne de coût à 6262. Ce qui me plaît aussi dans le FTSE 600, c'est un indice dont les composantes sont fortement représentées en valeur dite des matières premières. Et lorsque j'étudie les devises des matières premières face au dollar américain, je pense toujours que le NZD-USD a un potentiel haussier, que l'USD-CAD a un potentiel baissier, mais que l'euro-dollar, lui, a un potentiel baissier. Donc, ce qui signifie qu'on a toujours un biais favorable par rapport aux devises des matières premières, ce qui forcément se traduit par un meilleur comportement relatif j'abuse un peu en disant ça, mais des indices de matières premières, c'est-à-dire des indices boursiers qui sont fortement composés en valeur matières premières. Donc j'aime bien le FTSE. Je pense que sur le FTSE 100, les 6262 points sont un bon support pour viser les 6500 points. Donc 6500 sur le FTSE, 4500 sur le Nasdaq 100, je pense que les 2040 seront franchis sur le SP500. C'est à peu près de cette façon-là que j'envisage les choses sur les grands indices boursiers anglo-saxons. Alors, j'enregistre cette disposition graphique, maintenant je bascule en intraday. Je vais vous proposer des vues de marché sur les paires en euros. Il faut se préparer sur les paires en euros, pour quelle raison? La Banque Centrale Européenne s'exprime jeudi. Moi, ma conviction, et c'est l'expérience qui me fait dire ça, c'est que les stratégies de trading doivent être faites en amont, c'est-à-dire maintenant. Ce matin, maintenant, demain, mercredi, il y a des mouvements à exploiter parce qu'il y a des spéculations et un certain nombre de prix se forment en se basant sur des spéculations. Par contre, le jour J, il va y avoir une information réelle et celle-ci peut créer de la vol, malmener toutes les stratégies de trading. En clair, mieux vaut profiter des spéculations et d'un niveau de volatilité un peu plus bas pour profiter de mouvements directionnels, notamment sur le taux de change euro-dollar et de manière générale les paires en euros. Alors c'est parti, je les couvre, toutes les paires en dollars, puis toutes les paires en euros, puis toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les matières premières, les paires croisées, bref. Le Wall Street Insider, même si son principe est de commencer par les indices US et le dollar américain, comme le morning meeting, on peut tout couvrir. Par contre, je ne vais pas non plus y passer toute l'après-midi parce qu'à 16 h, vous avez l'émission hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex. Et à votre place, je serais curieux de connaître les positions des banques sur le FX avant la Banque Centrale Européenne. Ont-elles massivement shorté l'euro-dollar avant la BCE ou au contraire, sont-elles en train d'acheter l'euro-dollar en pensant que la BCE ne fera rien mais jeudi et que l'euro-dollar s'envolera? On verra bien. Le taux de change euro-dollar donc. Revenons sur ce que j'ai proposé ce matin, qui était une vue de marché négative. Je ne reviens pas sur les graphiques de moyen long terme. J'estime que l'euro-dollar est resté couvert par la résistance majeure des 1,1450, 1,15 $, et qu'il est donc en risque de baisse. La seule chose qui me ferait viser 1,18, 1,20, ce serait une cassure hebdomadaire des 1,15. Donc si le marché vendredi, on était bien parti la semaine dernière pour monter, jeudi matin on était à 1,15. Si l'eurodoll nous avait fait une clôture à 1,1580 tout en haut vendredi, c'était méga bullish. Et là, je peux vous garantir qu'on serait à 1,17. Sauf que non, on a fait une pierre tombale hebdomadaire, une mèche haute de 150 pips pour clôturer à 1,1350. Donc la résistance à 1,1450, 1,15 $, elle est restée intacte. En intraday maintenant, j'ai le sentiment chartiste que le marché a construit sous les 1,1450 $, une structure ici en épaule, tête-épaule. Alors, c'est pas non plus hyper directionnel, mais en plus j'ai un canal de progression ici sur le RSI H4 du taux de change euro-dollar qui a été cassé par le bas, donc ce qui confirme un peu là aussi ma vue de marché négative sur le taux de change euro-dollar. Moi, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, il faut gérer son risque, puis ce sont mes arguments, je vous les présente, vous avez l'esprit critique,
mais qu'avant la Banque Centrale Européenne, on peut perdre une centaine de pips. C'est-à-dire que je pense que ce marché peut rejoindre 1,12 avant la BCE. Et au moment de la BCE, flat, hors marché, et on regarde, et en fonction de ce que proposera donc la Banque Centrale Européenne. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si on a réellement ce type de structure, qu'est-ce qui exerce une pression sur l'euro? Ça vous était bien rappelé ce matin dans un article Euro-GBP, l'inflation qui a déchu au sein de la zone euro en septembre, mais pire que ça, il y avait un élément d'infrastructure qui soutenait l'euro, c'est l'excédent de la balance de transactions courantes de la zone euro. Oui, la zone euro commercialement est excédentaire vis-à-vis du monde. Ça a toujours été un facteur de hausse de l'euro. En août, on a encore un excédent commercial, mais il est 2 fois moins important que prévu. Et ça, c'est quand même ce qui alimentait la croissance économique de la zone euro. Donc ça alimente un peu moins. On a un excédent de la balance des transactions courantes, mais qui est 2 fois inférieur à ce que le marché envisageait. 11, c'est ça, mon cher Yoav, contre 20 milliards. Bon, c'est un petit... C'est pas une inversion dynamique, mais c'est tout de même quelque chose là qui, donc décevant, qui a pu agir à la baisse sur l'euro. Donc l'euro-dollar, si vous avez le sentiment, comme je peux l'avoir d'un point de vue chartiste, que la 1,1450 sont toujours la résistance importante et qu'en intraday on fait une espèce de structure chartiste en épaule, tête-épaule, envisagez aller à 1,1250, 1,1250 avant jeudi, ça paraît crédible. Voilà donc ce que moi je pense du taux de change euro-dollar. Il y a d'autres paires en euros, je les ai toutes regardées, j'aime beaucoup l'euro NZD. Maintenant je vais vous montrer et vous rappeler comment un des mécanismes du marché d'échange, notamment le mécanisme des paires croisées. Savez-vous comment se forment les prix de l'euro NZD? L'euro n'a pas de cotation propre face au dollar néo-zélandais. L'euro NZD c'est une paire croisée dont le prix découle de l'évolution de l'euro-dollar et du NZD USD. C'est-à-dire que si vous avez une vision graphique qui est baissière sur l'euro-dollar et qui est haussière sur le NZD USD, mécaniquement, vous devez constater que l'euro NZD baisse. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Mais rassurez-vous, l'analyse technique de l'euro NZD est tout au moins autant baissière que celle du NZD USD est haussière et que celle de l'euro dollar est baissière sur le court terme. C'est-à-dire que le NZD USD, c'est surtout la capacité du dollar néo-zélandais à se reprendre en tant que devise de matière première. Rappelez-vous, avant que je sois occupé à d'autres tâches chez FXM la semaine dernière, je visais 0,67 $ sur le NZD USD. Cette cible a été dépassée. Et je pense que le fait de l'avoir dépassé entretient les perspectives positives. Et au fond, je suis en train de me demander si finalement sur le NZD USD, on ne pourrait pas utiliser justement le niveau des 0,67-70 $ pour prendre une position à l'achat. Alors, forcément, le dollar américain, lui, s'est stabilisé sur un niveau de support. Donc, ça peut paraître plutôt compliqué. Le dollar américain a tendance à rebondir, ce qui entretient la correction depuis mercredi dernier sur le taux de change euro-dollar. Malgré tout, lorsque on comprend que l'euro NZD voit en fait ses prix découler directement de l'euro-dollar et du NZD USD, ce qui est le principe de ces paires dites croisées, eh bien, laissez-moi vous proposer le chart de l'euro NZD et ce sera ma transition pour toutes les paires en euros. Où se cache mon graphique de l'euro NZD que je vous ai préparé et qui, eh bien, j'ai tout perçu. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Alors, l'euro NZD, vous l'avez ici en données 4 heures. Bon, sans surprise, c'est fermement baissier depuis la figure de sommet, la cassure des 1,7230. Je pense que l'euro NZD peut se replier encore davantage. Sur le plan de l'analyse technique, on a fait une jambe de baisse. Là, j'ai le sentiment qu'on fait une espèce de structure en biseau ou en drapeau. Bref, j'estime que sous les 1,6770, le risque sur l'euro NZD, c'est clairement de baisser. Alors, bon, j'ai un peu tout perdu là, mais moi je vois les choses de cette façon-là. Je prends ici une extension de Fibonacci. J'attrape. Alors, non, j'ai pas pris les extensions de Fibo. Donc, les extensions de Fibo. J'attrape cette première jambe de hausse. Voilà, je projette l'amplitude de la première jambe de hausse vers le sud. Hop, voilà. Et ce qui me donne une target à 1,6340. Donc j'estime que l'euro NZD est en risque de se replier sous les 1,6770 pour rejoindre les 1,6340. Donc en termes de ratio rendement-risque, c'est correct. L'EuroCAD stable. L'EuroCAD tient pour l'instant ce support à 1,46.
C'est clairement quelque chose, regardez, qu'avait fait l'Euro NZD. L'Euro NZD, il avait fait ce type de structure, ça avait cassé. L'Euro CAD, pour l'instant, ça casse pas. Tant que l'Euro CAD est au-dessus des 1,46, il n'y a pas de vente possible. Ce qui serait vraiment négatif pour l'Euro CAD, ce serait de casser les 1,46. Ça me rappelle, moi, la cassure des 2 sur le GBP CAD. Le GBP CAD, d'ailleurs, qui au passage teste à nouveau les 2 dollars. C'est une résistance. Euh, Maintenant, les autres paires en euros, qu'en est-il? L'euro dollar est baissier sur le court terme. Je pense aussi que l'euro GBP présente une configuration short avant la Banque Centrale Européenne. Et surtout, je pense que si vous voulez shorter l'euro GBP et l'euro dollar, c'est avant la BCE. C'est-à-dire maintenant. Maintenant, demain, après-demain. Et je pense que là, l'essentiel du mouvement qu'on peut anticiper en se mettant à l'abri de la volatilité qui sera réalisée suite à la conférence de presse de Mario Draghi, il y a la fenêtre d'opportunité temporelle. C'est pas une incitation, c'est simplement un rappel que pour à la recherche d'un trade directionnel, il faut agir, je pense, avant l'événement qui est susceptible de créer un choc de prix qui peut balayer toutes les positions. L'euro GBP, sur le plan de l'analyse technique, il est bien resté couvert par la résistance des 0,7450. Je pense que l'euro GBP a aussi activé une structure en épaule, tête-épaule un peu moins propre. Mais voilà, on a donné un signal technique de vente ici, donc sur l'euro GBP en cassant ce niveau là à 0,73 je sais pas quoi, 0,7340. Bon, de toute façon, l'euro GBP a piégé son petit monde le 13 octobre en dépassant et en faisant une fausse cassure des 0,7450. Le principe d'une fausse cassure haussière, c'est-à-dire qu'on réintègre le niveau qui est dépassé et on a derrière un mouvement vertical mais à sens opposé. C'est ce qui se passe actuellement sur l'euro GBP et dans une moindre mesure sur l'euro dollar lorsqu'il a tenté de dépasser les 1,1450 pour finalement les réintégrer. Il n'y a pas de vue non plus directionnelle de fou, puisque l'euro dollar ça reste un range 1,11, 1,1450. Et le marché est resté dans le range 1,11, 1,1450. Donc voilà en tout cas ce qui alimente sur le court terme la baisse du taux de change euro-dollar. L'euro CAD, l'euro AUD, l'euro NZD, bon, c'est à peu près comme ça moi que je vois les choses. Le dollar australien, lui, il est tout de même sous pression, donc forcément l'euro AUD a tendance là aussi à se reprendre. Clairement, le dollar australien il souffre sur le court terme. Je le distingue énormément d'ailleurs du dollar néo-zélandais. Ce qui d'ailleurs eh bien, a fait sortir par le bas l'AUD UNZD de son range. Le fait d'avoir vu une résolution baissière du range sur l'AUD NZD montre à quel point le dollar australien est sous pression. Et d'ailleurs, 1,09, 1,14, 500 pips. Ah, l'AUD NZD, il est bien parti pour... Voilà, on a fait une cassure. Hein, donc on a fait une cassure. L'AUD NZD, de manière générale, si je projette simplement, ça c'était le range à l'intérieur duquel le marché évoluait, et je reporte vers le bas, ce qui conforte encore alors, on peut clairement, oui, hein, se replier en direction des 1,04. C'est un mouvement qui est quand même parfaitement baissier. Puis on a eu une cassure assez nette le 14 octobre, donc la semaine dernière, ici sur le taux de change AUD NZD. Bon, en tout cas, pour rester du côté des paires majeures, voilà, c'est toujours moi celle-ci qui va m'intéresser cette semaine. De toutes les paires en euros, c'était pas forcément l'euro-dollar la plus claire ces derniers temps, ni l'euro GBP. Eh bien, cette semaine, c'est l'euro-dollar et c'est l'euro GBP. Donc, ça fait quand même partie des paires de devises majeures. Attention tout de même à l'euro-yen, même si ce qui limite la hausse du yen, c'est quand même globalement un comportement général des marchés actions qui est positif. Il y a sur le marché la recherche du risque, mais qui n'est pas tout de même verticale comme ça a pu l'être au premier trimestre. De toute façon, ça a été excessif. L'euro-yen est tout de même sous pression depuis le 15 octobre. Bon, éventuellement, on a ici une sorte de drapeau. Bon, si l'euro devait être sous pression fortement cette semaine, on pourrait voir l'euro-yen revenir en direction des 133, 134. Malgré tout, le yen japonais, il y a vis-à-vis du yen autant de spéculation que vis-à-vis de l'euro. Donc moi cette semaine, il ne faut pas chercher. L'euro dollar et l'euro GBP sont, je pense, les deux meilleures stratégies short.
dans le sens de la dynamique en place depuis donc le 15 octobre, ici la semaine dernière. Alors, étant donné que je dois laisser la parole dans un quart d'heure à monsieur David Pichaudot pour les positions des banques sur le Forex, je vous invite à poser vos questions maintenant. Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Un mot tout de même sur les indices boursiers au sein de la zone euro. Alors, moi, ces indices boursiers au sein de la zone euro, on reste quand même dans un marché qui, qui- qui est positif en faveur des actifs risqués. Depuis le début du mois d'octobre, on a quand même bien progressé en 3 semaines. Le marché a repris sur certains indices pas loin de 10%, notamment l'Eurostoxx 50. À quel point le marché est corrélé aux perspectives de la politique monétaire, si vous en doutez encore, je peux vous remontrer le graphique de l'Eurostoxx 50, ce qui permettrait à l'Eurostoxx 50 de déjà rejoindre les 3300 points. Alors, les 3300 points ont été rejoints ce matin, à peu de choses près, 3294 points. Maintenant, pour dépasser les 3300 points, il va falloir clairement que la Banque Centrale Européenne annonce d'une quelconque façon la prolongation de son programme d'assouplissement monétaire. Ça, malheureusement, le marché s'y raccroche encore beaucoup. Parce que globalement, on a un ensemble par rapport aux fondamentaux classiques qui sont les perspectives de profit des entreprises, un ensemble assez hétéroclite, avec notamment des entreprises exposées aux matières premières ou aux pays émergents qui souffrent un peu plus. Après, ça dépend à quel pays émergent. Lorsque d'ailleurs j'étudie cette fois-ci un graphique intraday du DAX, bon, il ne se passe pas non plus grand-chose. Le marché est quand même sur le court terme dans un espèce de petit canal qu'on peut tracer. Je vais juste essayer de l'ajuster proprement, mais c'est pas non plus. Enfin voilà, je vais regarder un peu quand même le H4 ici sur le DAX. De toute façon, la semaine dernière, il ne s'est pas non plus passé grand chose sur le DAX. Moi, j'estime que le niveau des 10 018 points est toujours un bon niveau. Je pense toujours que le DAX sera en mesure de rejoindre les 10 300 points. Maintenant, quel peut être un bon support? Voilà, en données journalières, on a fait une belle séance le 15 octobre. C'est d'ailleurs le 15 octobre, jeudi dernier, lorsque l'euro-dollar a rejeté. Ce qui m'intéresse sur le DAX et le CAC, c'est que depuis le 15 octobre, on fait des tout petits chandeliers, mais dans la partie supérieure de cette séance du 15. Donc c'est tout de même une construction technique qui est favorable. Donc la séance du 15, elle se situe là. Donc c'est le facteur technique dominant. On la retrace. Le marché, pour l'instant, voilà, je vais laisser le 50 et le 61,8. Vous constatez que le 50%, ce sont les 10 060, ça tient. Et le 61,8, ce sont les 10 020. Les 10 020 qui sont un gros niveau daily. Donc, moi sur le DAX, je considère que 10 060, c'est un bon niveau d'entrée. Voilà. C'est un niveau intraday. Voilà. 10 060 est, selon l'analyse technique ici que je vous propose, un bon niveau d'achat sur le DAX s'il va le chercher. 10 060. Voilà. C'est 50% de retracement de l'impulsion haussière qui a démarré le 15 octobre, donc jeudi dernier à l'ouverture. Alors, je vois un certain nombre de questions, j'y réponds avant de céder la parole. La première, de Milan. Et donc, c'est Vincent, mon cher Milan. Quel est l'objectif pour l'euro GBP? Alors, l'euro GBP, vous avez un article sur le site. Si je devais vous donner une target, elle serait d'abord chartiste, 0,7250. Ce niveau de prix. Le marché nous avait piégé le 21 septembre. Je pense que là, le marché nous a piégé le 13 octobre, donc on retourne à la case départ. Donc 0,7240. Maintenant, si je calcule la cible théorique de cette pattern au point de cassure, je confirme 0,7240. Voilà. 0,7240 avant la Banque Centrale Européenne. L'USD Yen. Alors actuellement, bonjour Fifi, le taux de la Banque Centrale Européenne est à 0,05. Le taux de change USD Yen. Alors le taux de change USD Yen, c'est le piège. Fausse cassure des 118,90 le 15 octobre. Le 15 octobre, il y a eu de nombreux pièges. Faux débordement de résistance des 1,15 sur l'euro-dollar, contre-pied baissier. Fausse cassure des 118,90 sur l'USD Yen, contre-pied haussier. Donc,
Sur l'USD Yen, le fait d'avoir réintégré le range me permet d'envisager davantage de hausse. À court terme, on fait un petit range, mais je pense que sur l'USD Yen, 119, 119,20, c'est un support pour viser un retour à 120 et 120,50. Donc haussier, et fermement haussier, au-dessus des 119 yens sur le taux de change USD Yen. Quant à l'eurodoll, voilà, je pense que on a fait cette épaule, tête épaule H4 et qu'on peut revenir à 1,1250 avant la Banque Centrale Européenne. Et c'est donc sur ce graphique intraday du taux de change euro-dollar que je vous laisse. Dans un instant commence le webinaire sur les positions des banques sur le marché des changes. Donc restez connectés, simplement réactualisez la page dans 1 ou 2 minutes. Vous aurez donc un nouveau chat et surtout une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous et à demain de vive voix ici pour le Good Morning Euro-Dollar 9h15 reprise dès demain 9h15 Good Morning Euro-Dollar. Et je reviendrai notamment sur cette stratégie euro-dollar, entre autres. Merci à tous et à demain.